Les conditions de travail sont insoutenables. Les travailleurs sont surveillés par un corps militaire composé de 200 hommes. Parmi les forçats du chemin de fer congolais, mais aussi sierra-léonais, sénégalais, libériens ou chinois, des centaines meurent à la tâche. Tandis que le chemin de fer se construit, Alexandre Delcommune, resté au service de Léopold II, se voit chargé d'effectuer une mission de reconnaissance commerciale dans le Haut-Congo. Malgré les difficultés, il s'agit pour Delcommune et ses hommes de s'enfoncer au plus profond dans le pays et faire rapport au roi sur les nouvelles perspectives économiques. Le roi m'a confié la charge d'un bateau à vapeur à transporter en brousse en pièces détachées. Le vapeur mesure 21 mètres de longueur, 6 mètres de largeur. La chaudière à elle seule pèse 4000 kilos. Chacun de nos chariots pèse en moyenne 3500 kilos. 300 hommes sont attelés le long des chargements et tirent des câbles longs de 50 mètres. Je ne suis pas très optimiste concernant cette traversée. Nos hommes sont de grands enfants. À tout moment, nous risquons l'accident. L'activité frénétique de Léopold II au Congo lui coûte une fortune. Début des années 1890, le roi est au bord du désastre économique et de la faillite personnelle. Mais Léopold II est un stratège hors pair. Après avoir épuisé ses cartes en Belgique, c'est vers l'étranger qu'il se tourne pour obtenir de l'aide. Quand Bruxelles accueille la conférence internationale anti-esclavagiste début 1890, le souverain en profite pour exposer brillamment ses objectifs philanthropiques devant la bonne société occidentale. Il doit, dit-il, renforcer les troupes en place pour combattre les esclavagistes arabes qui menacent la civilisation. Pour combattre l'esclavage en terre africaine, le roi a besoin de moyens. Il doit pouvoir lever l'impôt et mettre fin au libre-échange. Son plaidoyer à la conférence anti-esclavagiste obtient gain de cause auprès des grandes puissances. Le roi peut désormais taxer le commerce au Congo. Après avoir collaboré pendant des années, après avoir fait de bonnes affaires et respecté mes promesses, après avoir donné des conseils commerciaux, après avoir préservé la stabilité politique de la région, du jour au lendemain, nous les Arabes, nous sommes devenus les ennemis à abattre. Les Blancs ont décidé qu'ils n'avaient plus besoin de nous, que nos affaires étaient désormais interdites, que ce qui se pratiquait depuis des siècles devait s'arrêter. Quand ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de moi pour récolter leur ivoire, je me suis fait chasser comme si je n'étais rien. L'imposition du commerce de l'ivoire et des matières précieuses offre une nouvelle source de financement au roi. Mais cela ne suffit pas. En 1891, une étape de plus est franchie afin de renflouer les caisses. Léopold II instaure le système domanial. Selon ce système, toutes les terres non cultivées par les populations noires sont déclarées vacantes et deviennent propriété de l'État. Le caoutchouc et les richesses naturelles qui s'y trouvent appartiennent désormais de plein droit à l'État, donc au roi.